Les Simpsons, Tintin, Columbo, c'est à croire que les vidéos de cette chaîne se concentrent sur les séries diffusées bien trop souvent sur la TNT. Bonjour tout le monde, on va parler aujourd'hui d'une très bonne série que je regarde depuis que je suis tout jeune, Columbo. Cela sera l'occasion d'un hommage à Peter Falk et à cette série qui a une très longue histoire sur laquelle s'attarder. On débunkera aussi quelques erreurs des médias mainstream et croyances des gens. Une de ces croyances est qu'on a affaire à une série pour vieux, comme un cousin ricain de Derrick. Je peux comprendre pourquoi de loin des gens le pensent, mais croyez-moi, ayant passé certains après-midi chez Papy-Mamie dans ma folle jeunesse, j'ai malheureusement vu des épisodes de Derrick, ceux alors que je connaissais déjà Columbo, et non, on peut voir la différence sur de très nombreux points. Bon déjà, quelqu'un qui se ferait l'intégrale des deux séries aurait déjà moins envie de s'ouvrir les veines au départ en voyant qu'il y a 4 fois moins d'épisodes de Columbo. Mais... Non mais sérieusement, à qui tu comptes faire croire ça, Reg? Les premiers épisodes, ils ont 50 ans, et dans les derniers, Peter Falk, il a quoi, 70, 75 ans, un truc comme ça? Franchement, le coup du flic qui continue les enquêtes alors qu'il devrait être à l'EHPAD, ça pue la bonne vieille série de vieux, à la Derrick, à la Inspecteur Bad... Oh putain! Sérieux? Spielberg à la réal? Sérieux? Et oui, et je le disais, ce n'est pas la seule chose qui pourrait surprendre. Mais puisque tu as abordé la question, toi, anonyme Kidam, parlons un peu de Peter Falk. Il est né à New York le 16 septembre 1927, d'une mère d'origine russe et d'un père d'origine hongroise. Il a perdu son œil à cause d'une tumeur à l'âge de 3 ans seulement. Oui, donc c'est pire que David Bowie qui avait quand même ses 2 yeux. Lui, il a un œil de verre. Au début des années 40, démarrent ses premières expériences au théâtre, mais il ne s'y destine pas encore. Il n'a pas fait la guerre, refoulé de l'armée à cause de son œil de verre. Il aura une licence en sciences politiques et un master en administration publique. Au milieu des années 50, alors qu'il bosse comme conseiller à la productivité, en parallèle, il entre dans les cours de théâtre de l'actrice chevronnée Eva Le Gallienne en lui mentant. C'est réservé aux comédiens professionnels. Un jour, il admet finalement ne pas être comédien professionnel. Elle ne s'en formalise pas et lui conseille simplement de le devenir. Il quitte alors son job et reste encore plusieurs mois dans le groupe de Le Gallienne avant de revenir à New York et d'obtenir ses premiers rôles sur les planches. En 1956, il fait même ses débuts à Broadway, certes dans des rôles secondaires. L'année suivante, il franchit le pas et cherche à percer dans le cinéma. Il obtient un rendez-vous avec Harry Cohn, le président de la Columbia. Le dirigeant le regarde et lui dit « Pourquoi t'engager toi alors que je peux avoir un acteur qui a 2 yeux ?» Alors certes, il aurait pu répliquer « Pourquoi venir vous voir vous, président de la Columbia, alors que j'aurais pu aller voir un type avec les 2 hémisphères du cerveau ?» Mais il était plus intelligent que moi, ce qui certes ne constitue pas une performance extraordinaire, et il n'en a rien fait. Il s'est simplement tourné vers la télévision dans un premier temps, avant de décrocher des petits rôles au cinéma, où il côtoiera déjà quelques grands comédiens. Et puis, en 1960, Murder Inc. Un film de gangster qui à mon sens est plutôt sympa sans être inoubliable, qui n'a d'ailleurs pas marqué l'histoire du cinéma, mais pour son 3e film seulement, alors qu'il est à Hollywood depuis à peine 3 ans, la performance de Falk est saluée, au point qu'il est déjà nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Peter Falk in Murder Incorporated. Il a raconté que lors de la cérémonie, Eva Marie Saint a prononcé le nom du gagnant, The winner is Peter il s'est levé, Ustinov from il s'est rassis. Ça c'est con! Mais il s'est tout de même déjà fait remarquer avant même cette cérémonie par rien moins que Frank Capra, qui l'a engagé pour Milliardaire pour un jour, ce qui sera le dernier film du réalisateur, où Falk jouera avec Glenn Ford et Bette Davis, ce qui à l'époque, si tu ajoutes sa récente nomination aux Oscars, signifie que tu pèses dans le milieu quand même. Le film sera reçu assez tièdement, mais une fois encore, du côté des comédiens, c'est Peter Falk qui est salué, et ça équivaut pour la 2e année consécutive à une nomination aux Oscars. Il n'affronte pas n'importe qui, il a notamment Morgan Wycliffe ou George C. Scott. The winner is George Chakiris in West Side Story. Ça fait 2 échecs, mais malgré tout, Peter Falk, en très peu de temps, s'est taillé la part du lion dans le milieu, et enchaîne les rôles au cinéma face à des fameux interprètes, et pour certains des plus grands réalisateurs, mais aussi à la télé. En 1961, il jouera d'ailleurs dans 2 séries cultissimes, et gagnera son premier Emmy Award, mais pas son dernier. En fait, il ne cessera jamais véritablement de jouer pour la télévision, avant, pendant, après Columbo. En 1965 et 66, l'unique saison de The Trials of O'Brien, où il joue le personnage principal, un avocat, sera une de ses meilleures expériences malgré le succès modéré de la série. On y retrouvera d'ailleurs plusieurs guests ayant joué dans Columbo plus tard. Car au cinéma, dans les années 60, ces films connaissent des fortunes diverses.
Certains passent inaperçus, d'autres sont d'immenses succès, mais lorsque c'est le cas, il y tient des rôles secondaires, sinon tertiaires, où il est éclipsé par des comédiens qui, à l'époque, sont beaucoup plus célèbres et bankable que lui. Et puis arrive 1967. C'est en 1967 que sera tourné le téléfilm qui introduira Columbo à la télévision, Prescription Murder, ou en français, Inculpé de meurtre. Ce sont deux amis, William Link, aujourd'hui 86 ans, et Richard Levinson, décédé, qui ont créé cette histoire. Mais en 67, le personnage de Columbo existe déjà depuis quelques années. Ils ont écrit les prémices de son histoire dès la fin des années 50, et en 1960, dans le cadre du Chevy Mystery Show, est diffusé Enough Rope, qui a une bonne partie des bases de ce que sera Inculpé de meurtre. Columbo, joué par Bert Fried, y est tout de même un peu plus effacé. Diffusé durant l'été, l'épisode passe relativement inaperçu, mais Link et Levinson persistent. Et le personnage de Columbo apparaît sur les planches en 1962 dans Prescription Murder, avec Thomas Mitchell dans le rôle de Columbo, âgé de 70 ans, ce sera d'ailleurs son dernier rôle, il mourra la même année. Mais dans la pièce, le personnage de Columbo marque les gens. Pourtant, le meurtrier est joué par Joseph Cotten, un acteur chevronné qui a joué dans quelques films et pour quelques réalisateurs, qui n'ont pas tellement marqué, hein. Peter Falk, lui, tout comme Bert Fried en son temps, n'a que 40 ans lorsqu'il tourne ce téléfilm. Il n'était pas sur la liste des choix pour Link et Levinson, Bing Crosby notamment était sur les rangs, mais plusieurs comédiens plus âgés ont décliné. Mais Peter Falk va téléphoner un jour à William Link pour lui dire qu'il tuerait pour avoir le rôle. Et il l'obtient finalement. La tenue vestimentaire de Columbo, il l'a lui-même choisie et achetée. Le costume, les chaussures, et bien sûr l'imperméable, pour 15 $ dans une boutique de New York. Il n'empêche qu'un héros petit et mal fichu comme Columbo fait douter NBC jusqu'au bout, encore en ce 20 février 1968, quand débarque Prescription Murder sur les écrans américains. On va se pencher assez longuement sur celui-ci, qui est techniquement le premier épisode, car on a déjà beaucoup d'ingrédients qui deviendront des constantes de la série. Cela dit, si je le numérote en tant qu'épisode 1 par praticité, je le reprécise, lors de sa première diffusion, ce n'est qu'un téléfilm unique, il n'est pas produit ni considéré comme le premier épisode d'une série. C'est Inculpé de meurtre et non pas Columbo, sous-titre Inculpé de meurtre. On ouvre donc avec... une musique de film d'horreur. Ah, le psychédélisme des années 60. Globalement, dans cet épisode, on est dans une ambiance assez jazzy, influence James Bond, avec des instants musicaux... un brin grandiloquent. Donc, dans cet épisode, on suit le docteur Ray Fleming, un médecin réputé et infidèle envers sa femme. Il a une maîtresse bien plus jeune. Pourquoi m'as-tu choisi? Qu'est-ce que j'ai à t'offrir? Petite actrice, uniquement vouée au petit rôle et pleine d'ambition. Pour une actrice peu connue, tu as quand même une super baraque avec une sacrée vue sur LA et piscine, ce qui doit quand même coûter une blinde. Le médecin a convaincu sa jeune maîtresse d'être sa complice pour le meurtre de sa femme qu'il ne supporte plus. Et le meurtre en lui-même, ça donne ça. Or, ce ne sera pratiquement plus jamais comme ça, ou du moins pas avant de nombreuses années. Probablement pour ne pas avoir trop de plaintes de gens en rapport à la violence, à une époque où il n'y avait pas encore de système de classification d'âge. Et oui, je sais, question violence, ça paraît bien modeste comparé à ce qu'on a aujourd'hui, mais bon, ça a 52 ans. Par exemple, au cinéma, le code Hays venait tout juste de sauter. Quoi qu'il en soit, les scènes de meurtre seront désormais hors champ, et généralement beaucoup plus courtes. Néanmoins, en dehors de ça, comme je le disais, les premières constantes de la série sont là, le fait de connaître meurtrier et mobile du meurtre d'emblée, meurtre dans un milieu aisé, et un criminel sûr de lui qui tente de brouiller les pistes après avoir commis le meurtre. En effet, il était censé partir en voyage au Mexique avec sa femme. Sa maîtresse se grime comme sa femme, ils partent jusque dans l'avion, simulent une dispute, et sa fausse femme sort de l'avion. Elle est censée donc avoir été tuée après, alors que le Dr Fleming était déjà dans l'avion. C'est censé être un cambriolage qui a mal tourné. Le Dr Fleming se débarrasse dans le fond projeté dans la mer, de quelques objets de valeur. Puis il rentre chez lui. Et, 31e minute, le voilà. J'aime bien la petite musique un peu pompeuse. Il devrait faire son apparition dans le champ à chaque fois comme ça dans la série, tiens. Il arrivera bien plus tôt dans les futurs épisodes. Là, on en est au tiers de l'histoire. Je me souviens de ma mère me disant, enfant, « Ah, il arrivait tard à l'époque Columbo, après la pub. » Ce qui était vrai pour la diffusion française, quant aux USA, il y en avait déjà eu 3. Encore propre sur lui à l'époque. On dirait un cousin bien coiffé, bien rasé, avec costume à peu près propre et l'imperméable seulement à la main. Il a quand même pas mal de ses tics et habitudes. Le fait d'être gêné par des petits détails... Oh, un instant, j'allais oublier de vous dire... J'allais oublier de vous dire qu'il préfigure une autre constante, le fameux « une dernière chose, monsieur », où il se souvient qu'il a encore une question à poser.
et le fait de sortir des petites anecdotes sur lui, sa famille et sa femme surtout. Il le fera 3 fois dans cet épisode. Premier gros rebondissement, la femme du docteur est mal en point mais a survécu. Ce qui est réaliste finalement. Apparemment, on ne tue pas quelqu'un aussi vite en l'étranglant à main nue que dans les fictions. Du coup, ils vont à l'hôpital, à l'époque où on pouvait fumer dans les lieux publics. Heureusement pour le docteur, sa femme décède finalement. Si cela peut vous consoler, elle vous a appelé avant de mourir. Columbo poursuit son enquête, étant de la police criminelle, ça lui échoua. Il cherche les vêtements que sa femme portait. Ils sont en réalité chez le teinturier. Il doit être fermé, il est 9h passées. Il est ouvert jusqu'à 11h. Je le mettrai devant la porte. Voulez-vous le faire prendre demain? Le teinturier ouvert jusqu'à 11h et qui vient prendre le linge aussi facilement? On est bien en France, pas de doute. Une fois retrouvé, il n'est pas satisfait pour autant. Et on dévoile là la maniaquerie du détail pour Columbo. On aura par contre un rebondissement d'un faux coupable s'accusant du meurtre, ce genre de moment qui, en soi, n'est qu'un détour, ce ne sera pas fréquent. C'est visiblement un névropathe. Un névropathe, oui, mais un Panzani. Excusez-moi, j'avais pas dit de conneries depuis un moment. Et je me demande si vous n'auriez pas provoqué ces faux aveux spontanés. Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Voyons, il n'y a aucune raison. Columbo ment mal. Mais en attendant, oui, c'est une autre chose qui arrivera souvent. Le meurtrier va progressivement s'énerver des questions faussement candides de Columbo, et se plaindre ou menacer de se plaindre à ses supérieurs aussi. La plupart des vacanciers balancent à la mer n'importe quoi du bateau. La mer est grande et si vaste que, avant qu'on arrive à la remplir... Oh oui, on a le temps, on devra attendre au moins les années 2010, pensez. Le soir, Columbo a une discussion avec le docteur Fleming dans son cabinet. Mais attention, on va avoir 10 minutes de discussion, sans musique, sans interruption, sans éclat de voix. Juste le policier et le coupable qui ont une conversation bien écrite, et je dirais même presque sophistiquée par moments. C'est le genre qui met Columbo un bon cran au-dessus de bien d'autres séries à mon sens, mais qui en même temps pourrait rebuter des gens, et je peux comprendre, mais c'est justement typiquement ce genre de passage qui donne son intérêt à la série. Juste une chose qui me fait tiquer, l'utilisation du mot client au lieu de patient pour le docteur. Voudriez-vous de moi comme client? Ce dernier étant imperturbable, Columbo qui a repéré la complice, il va la travailler elle. Pour la 3e fois, on verra des choses qui vont devenir rares. Au bout d'un moment, Columbo finit par élever la voix pour mettre la pression sur elle. Ça ne lui arrivera pratiquement plus dans le reste de la série. Je dis pratiquement, on en reparlera. Elle craint de craquer, mais tient bon, et je vais m'arrêter là pour ne pas vous spoiler le petit retournement de situation finale, où, vous vous en doutez par contre, le docteur, ironiquement, se fait avoir par une de ses thèses. C'est donc une première plus que réussie pour Columbo. Soigné, élégant, rythme posé, un face-à-face exquis entre un meurtrier intelligent face à Peter Falk déjà parfaitement à l'aise dans le costume de Columbo. Épisode qui casse intelligemment les codes des policiers. Le rôle a plu à Peter Falk, mais le fait de rempiler pour une série comme le souhaiterait NBC ne le tente pas, il préfère tourner au cinéma. Mais finalement, en 1970, il apprécie la nouvelle histoire que Link et Levinson ont créée et accepte de rempiler pour un 2e épisode. Rançon pour un homme mort, diffusé en mars 1971, est à nouveau réalisé par Richard Irving, qui s'était occupé d'inculper de meurtre. Pourtant, le style de réalisation n'est pas vraiment le même. Plus de zoom et de dézoom, des transitions floutées, un peu de psychédélisme. On sent le changement de décennie niveau mode. Ouh, la mode de la secrétaire, quelle... élégance... Concernant Columbo, il porte plus souvent le fameux impair, et ses cheveux sont plus en bataille. Son côté faussement niais est très vite mis en avant, contrairement au premier pilote. Dans l'ensemble d'ailleurs, il y a davantage de traits de comédie, mais nous avons toujours les longues conversations entre Columbo et la meurtrière, ponctuées d'une certaine sophistication. Votre idiosyncrasie. C'est bien ça. Est-ce que ce n'est pas un jargon qu'utilisent les idiots pour se donner de l'importance? Non pas que je vous accuse de quoi que ce soit de ce genre. L'épisode fonctionne, le potentiel est là, mais contrairement au souhait de la chaîne, Peter Falk ne souhaite pas s'engager pour une série. Il a déjà donné, et cela l'empêcherait de travailler sur autre chose. Finalement, un compromis sera trouvé, un double bon plan. Un nombre limité d'épisodes, 8 maximum par saison. Pour Falk, ça lui laisse du temps, d'autant que le calendrier de tournage est selon ses disponibilités. Pour la série, ce nombre réduit d'épisodes permet de ne pas être trop inégal question qualité. Et le 15 septembre 1971 débarque sur NBC la 3e enquête de Columbo, mais le premier véritable épisode, avec une signature visuelle qui deviendra caractéristique de la série, des caractères jaunes pour les crédits. Pourquoi pas. Mais surtout, il est réalisé par rien moins que Steven Spielberg, encore très jeune, qui jusqu'ici n'a travaillé que pour la télévision et n'a pas encore sorti de film. Mais il a déjà une patte. Travelling, contre-plongée, Spielberg ne fait pas de réalisation plan-plan. Après, outre la mode, pas de doute avec le papier peint, on est bien dans les années 70. I thought, man, this is the best script anybody has ever given me, ever, to direct. So I treated that like a little mini movie, and I made the movie with the psychology of a film director, not a TV director. I said, I'm going to make this look like, within the time they're giving me, I'm going to make it look like $1 million.
They're giving me $130,000 for this hour. I make it look like $1 million. C'est en effet un épisode avec un très bon scénar, écrit par le jeune Steven Bochco, qui deviendra un des maîtres de la série policière. Le personnage joué par Jack Cassidy, sans le kid, fait suffisamment de petites gaffes pour qu'un œil exercé comme Columbo le soupçonne, Columbo dont la personnalité s'est encore affinée. Bon, par contre, mal joué l'accessoiriste. Il semble y avoir 2 fois le même livre dans la pile. Est-ce que vous en voulez d'autres? Hein? Ah bah je veux bien. Tenez. Et emportez celui-là aussi. Et plus tard, il ramène clairement plus de livres qu'il n'en a reçus. Il a dû glisser quelques-uns de ses romans érotiques, et il y a plusieurs premières dans cet épisode. La casse en 3, mais aussi le fait de tuer un maître chanteur. C'est rarement une bonne idée de faire chanter quelqu'un dans Columbo. Le livre témoin est probablement un des meilleurs épisodes de la série, et globalement, la saison 1 est une des meilleures également. In the first year of Columbo, there were only 3 writing nominations in the writing category, and all of them were Columbo's. Déjà des guest stars prestigieuses, les trouvailles de montage originales, évidemment après les meurtres minutieusement préparés, on a les premiers non prémédités, même s'ils seront minoritaires tout au long de la série. Toujours des emplois de mots... Au service géodésique, ils ont des... Le genre de mots qu'on entend tous les jours, je suis sûr que Frank Ribéry l'emploie régulièrement. Je confirme aussi que question look, on se moque souvent des années 80 de nos jours, mais celui des années 70 c'était bien aussi. Oh. Mais attention, le pire du pire... Oh. Mes yeux, mes magnifiques yeux! Tout y est là, tout. Chemise, pantalon boule burne d'un bleu moche, médaillon bien en vue, et déviance capillaire avec ses favoris asymétriques. Dans cette saison 1, on a déjà toutes sortes de tueurs, hommes, femmes, ceux qui ont un sale caractère, ceux qui sont fantasques, ceux qui tentent de braquer les soupçons sur quelqu'un d'autre. On a aussi les premiers... Pierre qui roule la masse pas mousse. Trucs que personne ne dit jamais dans la vie, et d'autres choses dont je reparlerai. Et après les effets de réalisation particuliers mais qui ont un sens évident, d'autres que je n'explique pas, du genre... Un flou avant un fondu au noir, je ne vois pas trop la raison stylistique de faire ça. Et déjà les premières légères altérations du concept, avec une ville fatale, un épisode où l'on ne sait pas où le meurtrier a caché le corps. Unique épisode réalisé par Peter Falk, qui je dois dire n'est pas mon favori de la saison, un poil lent et Columbo soupçonneux un peu vite, vu le peu d'éléments dont il dispose. Mais il a une affiche promotionnelle classe et bien dans le ton des années 70, on croirait celle d'un film catastrophe. Quoi qu'il en soit, la série confirme les particularités de l'univers Columbo, outre le personnage en lui-même. Les séries qui témoignent d'un trop grand classicisme sont rarement celles qui font date, il faut au contraire casser les codes pour se démarquer. Et cette série n'hésite pas. Déjà, il n'y a pas de générique de début, les crédits défilent durant les premières images, il n'y a pas encore de thème fédérateur, même pas durant le générique de fin. Généralement, chaque épisode a sa musique phare qu'on retrouve dans le générique de fin, accompagné de quelques freeze frames de l'épisode. Cas unique dans les séries policières, on connaît toujours le meurtrier à l'avance. Alors oui, ça arrive dans des séries d'anthologie où on suit le meurtrier plutôt que le policier. Je parlais tout à l'heure d'Alfred Hitchcock présente, effectivement, nombreux sont les épisodes où l'on sait. Mais une série où le héros est un policier et où on connaît le meurtrier, ses motivations, comment il a prémédité ou pas, c'est à ma connaissance un cas unique. Sans doute, les séries qui sont passées derrière craignaient-elles la comparaison pour tenter de reproduire une audace pareille. De même, Columbo n'aura pas véritablement de collègues récurrents. Enfin, il n'aura par période. Ils poperont pour quelques épisodes, mais aucun seul à durée, rarement très utile pour la résolution. De même, pas de scène d'action, ni fusillade, ni poursuite de voiture, pas de violence, si ce n'est le meurtre, mais comme je le disais, presque toujours hors champ. Columbo ne pointe que rarement le bout de son nez dans les quartiers sombres de Los Angeles, et enquête presque toujours dans les milieux aisés. Bref, tout l'inverse de ce que fera par exemple Starsky et Hutch quelques années plus tard. Si vous ajoutez à ça le fait qu'il n'y ait que quelques épisodes par an, la lassitude s'installe moins facilement chez le spectateur, là où les séries qui cartonnaient à l'époque, quel que soit leur style, comédie, action, anthologie, etc., en diffusaient plutôt 24 à 26 par an. Un petit univers va se développer autour de Columbo. Dans le 3e épisode que j'ai évoqué il y a quelques minutes, le livre témoin, réalisé par Spielberg, on le découvre au volant de sa 403 dans cette scène. Voiture choisie par Falk lui-même pour affirmer encore plus le personnage particulier qu'est Columbo. Il considérera souvent sa voiture comme un précieux modèle de collection, quand la plupart des autres gens la considérera plutôt comme un vieux tas de boue. En tout cas, pas sûr que ça ait contribué à améliorer l'image des voitures françaises auprès du public américain. Vu ses finances serrées, il dit ne pas pouvoir se payer mieux, mais rien qu'en termes d'entretien, il a dû dépenser une fortune. Il a dit aussi ne pas pouvoir la repeindre, et pourtant, avec le temps, elle sera de plus en plus claire. D'usée et un peu de briquet de broc au début de la série, elle deviendra vraiment déglinguée avec le temps. Dans les dernières saisons, sera même ajouté un bruit de pétarade pour encore plus le souligner, au point de presque tomber dans l'absurde, mais il est vrai que ça aurait fait un peu bizarre au bout d'un moment s'il avait dû en changer. Et puis faut pas croire, Columbo peut être un vrai punk aussi. Il lui arrivera plusieurs fois de la décapoter et de rouler à fond. Les personnages récurrents sont rares, mais nous avons une particularité. Le comédien qui jouera dans le plus d'épisodes, hors Falk évidemment, sera Mike Lally. En majeure partie ce seront des caméos, jamais dans le même rôle. Et Mike Lally c'est l'agent Smith, Il a fait des apparitions dans environ 25 épisodes.
et si je l'ai repéré dans certains épisodes, clairement pas dans tous, donc je ne peux pas être catégorique. Mais pour vous donner une idée, ça fait plus de la moitié des épisodes des 7 saisons des années 70. De la saison 2 à la saison 6, il est présent dans plus des 2 tiers des épisodes. Du coup, ce qui s'approchera le plus d'un sidekick pour Columbo, ce sera son chien. Et oui, son fidèle compagnon qu'il appelle... Il n'a pas de nom. Ma femme et moi, on n'a jamais pu se mettre d'accord. Alors on dit ou le chien. Et ce chien amorphe lui va tellement bien. Un flic badass de la télé, on l'imagine bien avec un rintintin. Lui, c'est très raccord qu'il se retrouve avec un rantanplan. Chien qui vivra quand même bien longtemps, hein. On le découvre dans Symphonie en noir en 1972. Il doit avoir une douzaine d'années. Et sa dernière apparition sera dans En grande pompe en 1998. Ce qui le fait donc avoir à cette époque 38 ans. Je crois qu'on peut dire que c'est un record du monde. Les apparitions du chien sont plus ou moins nombreuses selon les périodes, mais j'en ai quand même compté... Aujourd'hui, pour le public, le chien est indissociable de Columbo. Pourtant, il n'apparaît en tout et pour tout que dans 6 épisodes. Faux! Non désolé, là encore, dans le doc hommage des 50 ans, quelqu'un n'a pas fait son boulot. J'ai fait un compte de 17 apparitions. Même si jamais j'en ai loupé, on est largement au-delà de 6. Mais bien entendu, le personnage le plus important, la muse de Columbo, que dis-je, son égérie, dès le téléfilm, il en parlera fréquemment de... Ma femme me dit que... Sa femme. On saura tout sur elle, ses goûts en matière de cinéma, de chansons, de lecture, de potins, de cuisine, tout sauf quel visage elle a. Ou presque, mais enfin on y viendra. Cela devient un running gag. À chaque fois qu'il est censé venir avec elle quelque part, palpo, elle est malade, elle est retenue, elle s'est perdue. Excusez-la, monsieur, elle est complètement conne, ma femme. Columbo sortira masse d'anecdotes sur sa femme, parfois qui se contredisent ou parfois assez farfelues. Il semble avoir toujours une histoire concernant sa femme adaptée à chaque situation. Au point qu'on trouve facilement sur internet des théories comme quoi Columbo n'a pas de femme ou bien qu'elle est morte. Il s'inventerait une femme. Théorie accréditée par le fait qu'il ne porte pas d'alliance. Il ferait ça pour endormir la méfiance de ses adversaires en parlant de choses insignifiantes. Mais cette théorie, bien qu'amusante, ne tient pas pour 4 raisons de plus en plus solides. Déjà qu'il raconte n'importe quoi sur sa femme à des gens qu'il soupçonne d'être des meurtriers pour endormir leur méfiance, ça pourrait se comprendre. Mais moins avec des collègues, or il leur en parle parfois. Ensuite, certaines personnes dans l'histoire de la série parlent d'elle comme s'il l'avait rencontrée un jour. Il lui parle au téléphone dans Exercice Fatal, et il est absolument seul dans la pièce. Il ne fait donc pas ça pour la galerie, alors à moins qu'il soit schizophrène. Et dans Au Trouble, il fait un voyage en bateau avec sa femme et des membres d'équipage parlent d'elle alors qu'ils viennent de la rencontrer. L'ironie de la chose est que la véritable femme de Peter Falk, Shera Daniz, va jouer dans 6 épisodes différents. J'aime bien aussi dans la VF la manière qu'a Columbo de prononcer les deux mots. De manière tout à fait normale, ça va devenir assez spécial avec le temps, petit à petit. Ma femme me dit que... Ma femme aurait peut-être une idée. Comme sa voiture et son chien, les références à Madame Columbo seront parmi les traits d'humour de la série, qui n'en manquent pas la plupart du temps. Par exemple, ce qui aujourd'hui est d'autant plus rigolo est qu'il a toujours été peu moderne. Alors si on ajoute que les premiers épisodes ne datent pas d'hier, concrètement, on a un type avec 20 ans de retard technologique qui s'extasie sur des technologies qui en plus sont totalement dépassées de nos jours. L'instant turfu! Columbo, la série où vous pourrez voir le personnage principal s'extasier devant des technologies aussi futuristes que... les ordinateurs dernier cri. Un équipement ultra moderne, infiniment en avance sur le matériel de la police. L'ancêtre du beeper. Une montre digitale. Un magnétoscope. Un fax. Mais bon, je troll un peu. Il faut bien reconnaître que certaines de ces technologies étaient modernes pour l'époque. En 1976, les magnétoscopes pour les particuliers, c'était quelque chose. Mais cela fait partie du charme désuet de la série aujourd'hui, ce qui rajoute une couche d'humour plus ou moins volontaire de l'épisode à l'époque. Car du côté humour intentionnel, on confond souvent Columbo avec des gens occupant des emplois subalternes, sinon des SDF. Dès que Columbo doit débourser plus de 5 $ en une fois, on a l'impression qu'il fait une folie tant il est près de ses sous. Dans une scène de la version longue de Symphonie en noir, il dit pourtant gagner 11 000 $ par an, ce qui était assez normal en 1972. Il fait des petites gaffes. Ça, c'est le vrai style français. Made in Italy. Et on peut lui proposer les mets les plus raffinés, il préférera toujours manger un chili. C'est quelqu'un de simple. Mais parlons du véritable caractère de Columbo. De loin, il semble vraiment être l'archétype du gars plutôt sympa, qui ne se soucie pas de soigner son apparence. Hérésie capillaire, vieil impair, vieux cigare, manière peu élégante, désordonnée, voiture déglinguée, chien amorphe... Mais allez, au moins il porte une cravate. On trouve ce qu'on peut, hein. Plusieurs fois, on le voit très gentil avec des clodos. C'est peut-être parce qu'il se dit que, s'il n'avait pas signé dans la police, il serait comme eux aujourd'hui. Sinon, il a horreur des armes et n'en porte pas. Sauf dans certains des pires épisodes, mais nous n'en sommes pas là. Une de ses habitudes qui peut sembler sympathique est sa capacité à rechigner à en venir au fait tout de suite. Il l'admet d'ailleurs en pointillé dans un épisode. Mais vous voyez, dès que je parle de police ou de meurtre, la plupart des femmes à qui je m'adresse se troublent, et alors j'essaie de les calmer en leur parlant de petits riens. Il parle de sa femme, son chien, sa voiture, de la pluie et du beau temps,
aussi bien pour endormir la méfiance de son interlocuteur quand il le soupçonne, que pour apaiser des gens innocents sensibles. Ou alors il va complimenter l'autre personne sur son intérieur, ou évoquer ses centres d'intérêt pour détourner la conversation. Quand on le connaît un peu, ça devient flagrant ces tentatives de diversion. Eh bien, lieutenant, puis-je savoir ce que... Qui est-ce qui fait ça? C'est vous? Vous voulez voir? Ah oui, avec plaisir. Alors après, il a aussi véritablement un côté gauche et gaffeur, mais nombre d'épisodes auraient tendance à nous indiquer que parfois, il les surjoue, plus ou moins. Il en joue pour tendre des pièges, et dès le téléfilm de 68, le docteur Ray Fleming le comprend. Certains se feront avoir jusqu'au bout par sa fausse naïveté. La majorité tout de même saisira progressivement ce train de caractère. Il feint d'être un naïf, tant et si bien qu'il lui arrive de presque troller certaines personnes en faisant pom pom pom, je pense à haute voix et je partage en toute candeur mes hypothèses. Oh, vous l'avez pris pour vous? Oh, bah ça alors! D'ailleurs, dans plusieurs épisodes, le meurtrier lui demande parfois cash s'il le soupçonne. Et quand Columbo le soupçonne mais répond non, à plusieurs reprises il m'est arrivé de me dire « il ment mal ». Mais on peut se demander s'il ment véritablement mal en souhaitant que le meurtrier croie à sa réponse, ou s'il ment mal car il veut au contraire que le meurtrier ne soit pas convaincu pour lui mettre la pression. Et dans un des rares épisodes où il se fera tout d'abord véritablement possédé par l'antagoniste principal, il aura un véritable esprit de revanche. Ou encore dans un autre épisode, irrité sans le montrer par les manières brusques d'un homme envers lui, ce dernier étant un vrai gigolo, il le dévoilera par accident à la femme manipulée. Donc à la sournoiserie compréhensible pour arrêter un meurtrier, on pourrait y ajouter une certaine mesquinerie en plus. Je crois que vous êtes un très brave homme. N'y croyez pas trop, mademoiselle Mitchell. N'y croyez pas trop. Il y a une véritable guerre psychologique, une guerre des nerfs qui s'installe entre lui et le meurtrier. Pourtant, dès lors qu'il ne tient pas une personne pour coupable de meurtre ou qui n'est pas fixé, il est véritablement prévenant et compatissant. Dès qu'on le voit hors enquête, voire carrément en vacances, il est véritablement simple, bavard. Son côté débraillé n'est pas un costume qu'il enfile quand il part au travail. À la rigueur, si le personnage existait vraiment, on pourrait penser qu'il aurait fini par progressivement adopter ce trait de personnalité, naturellement. Justement, c'est quelque chose qui, très jeune, me frappait. Habitué à d'autres policiers, films ou séries, où la plaque du flic lui permet des écarts et d'être un peu condescendant, Columbo n'a jamais pris sa plaque de lieutenant de police pour un pass qui lui donnait le droit de se croire tout permis, d'être impoli ou méprisant avec les gens entre guillemets ordinaires. Assez peu de policiers de fiction sont comme ça, il est assez peu orthodoxe en général. Même avec certains de ses subordonnés, il peut être dans ses petits souliers. L'habitude peut-être, car Columbo, l'humble flic, enquête quasi exclusivement dans les milieux aisés, il côtoie des gens bien éduqués, parfois célèbres. Mais, grâce à sa conscience professionnelle, c'est pourtant lui le plus fort, lui, le prolo, face à ces gens puissants qui souvent le sous-estiment au premier abord. Et quand ils sont lassés de ces questions, généralement quand le rapport des forces tourne à leur désavantage, ils essaient de faire pression de différentes manières. Faire intervenir sa hiérarchie parce qu'il aurait été indélicat est une de leurs interventions favorites, d'autant qu'ils pensent parfois que leur statut le leur permet. Columbo leur met la pression plus ou moins insidieusement, et très souvent, il demande même l'aide du meurtrier, parfois sans encore penser avoir découvert son suspect, parfois avec déjà des soupçons. Demande faite pour diverses raisons, parce que le suspect était très proche de la victime bien entendu, mais aussi car le suspect a un métier dont les compétences particulières peuvent servir. Du reste, une partie des assassins pense que leur domaine d'expertise les met à l'abri, mais tous ont une faille par ailleurs. C'est l'occasion pour lui d'exposer des points qui lui semblent étranges, que le meurtrier va évidemment souvent essayer de justifier pour l'éloigner de lui, ou bien de détourner pour faire accuser quelqu'un d'autre. Mais Columbo naturellement ne se laisse jamais avoir, ou presque, et c'est donc la personne qui a tué, la personne dangereuse qui devient le gibier. Après, un des soucis de Columbo est quand des gens le voient venir. Certains sont plus ou moins fins psychologues, et le mettent à nu, au sens figuré bien sûr, désolé si je vous ai donné de faux espoirs. Les meilleurs épisodes contiennent toujours ces joutes tacites à un certain niveau. Certains le disent à Columbo quand ils parviennent à le cerner, d'autres essaient au contraire de jouer au même jeu, en le flattant ou en tentant un coup de bluff. Mais même ceux qui sont conscients de ce que fait Columbo sont souvent soit persuadés de leur supériorité intellectuelle, soit de la supériorité de leur plan. Ils ont tellement bien manigancé leur affaire. Mais Columbo ne cesse de dire que ce sont les petits détails qui sont les plus importants, et lorsqu'il trouve l'indice compromettant, ce sont toujours ceux-là, les petits détails, qui les perdent. D'autres fois, il n'a d'autre choix que de tendre un piège qui fait commettre au meurtrier une erreur, voire même qu'il fait passer aux aveux. En réalité, juridiquement, sa position serait souvent délicate, mais bon, c'est une série télé. La qualité des épisodes dépend de beaucoup de choses, mais j'ai tendance à dire que c'est le cas pour une en particulier dans Columbo. Pour que l'épisode soit bon, il faut que le meurtrier soit bon. Bien entendu, pour ça, il y a l'écriture, mais il y a également les comédiens, car du côté des guests, Columbo, c'est du lourd, voire du très lourd. Bon, certes, par les dernières guests du jour, beaucoup étaient déjà des vedettes établies dans les années 70, fatalement, beaucoup sont soit âgés, soit décédés. On retrouve beaucoup de stars, mais aussi quelques seconds rôles. Du côté des visages un peu connus sans être si célèbres, on retrouvera beaucoup de monde vu dans Ma sorcière bien-aimée, ou La planète des singes. Le plus connu de toute cette petite promotion étant sans doute Roddy McDowall donc, avec son splendide look déjà évoqué.
Certaines guests aimeront beaucoup revenir encore et encore dans le rôle d'un meurtrier. Ainsi, Robert Culp reviendra 4 fois, dont 3 en meurtrier. Et Patrick McGowan a le record. 4 fois meurtrier, 5 fois réalisateur, 2 fois scénariste. Tous les guests ne sont pas forcément les meurtriers, naturellement. Comme Don Ameche, Ida Lupino ou Anne Francis, qui ont toutes les deux droit à 2 épisodes. Ou Dean Stockwell, qui dans la deuxième de ses apparitions assassinera seulement le bon goût. Mais peut-être par plaisir de jouer les salauds, on les retrouvera souvent dans les mauvais rôles. Ah tiens, bonjour Jules, comment va Jim? Et même un Frenchie, tiens, avec Louis Jourdan. Donald de Pleasance jouera un des méchants les plus délectables. Il y aura également Robert Conrad, James West dans le Mystère de l'Ouest, qui est mort durant l'écriture de cette vidéo, ainsi que Ross Martin, son partenaire dans cette même série. Ou bien Ricardo Montalban, la vedette de l'île Fantastique. Marge, Lucas Delmonte lance des couteaux sur Ricardo Montalban. Aïe! Oh, désolé Ricardo. Robert Vaughn. Ou bien Patrick McNee, la vedette de Chapeau melon et bottes de cuir. On retrouvera aussi beaucoup d'interprètes ayant joué pour Alfred Hitchcock, comme Ray Milland, 2 fois, Vera Miles, Anne Baxter, Suzanne Pleshette, et même l'actrice victime du meurtre le plus fameux de l'histoire du cinéma, Janet Leigh. Bref, je ne vais pas tous les citer. Et dans tout ça, je n'ai évoqué que les années 70, donc on verra la suite plus tard. Mais si vous n'êtes pas ultra cinéphile ou que vous vous y connaissez peu en comédien d'une certaine époque, il y en a quand même apparu dans les années 70 que vous connaissez. Jamie Lee Curtis a un petit rôle. Martin Sheen jouera une semi-victime. Je dis semi parce qu'il est tué, mais son personnage est quand même présenté comme un gros enfoiré. On retrouvera aussi 2 fois le lieutenant Drebin avec Leslie Nielsen. Ou encore William Shatner et Leonard Nimoy, Vincent Price, ce bon vieux Dick Van Dyke, et la classe suprême, Johnny Cash. Le personnage qu'il joue semblant, sur scène, proche du véritable Johnny Cash. L'accoutrement, la guitare. Mais comment ne pas parler de Gina Rowlands et John Cassavetes? Car oui, Peter Falk était très ami avec eux, ainsi qu'avec Ben Gazzara. John Cassavetes, acteur et surtout réalisateur. Falk et lui se sont rencontrés à la fin des années 50. He took every job that I wanted on TV. I mean, he worked all the shows. There were 2 or 3 guys that got all the jobs, and the rest of them, we just waited around and got the crumbs that were left over. Préférant son indépendance au travail avec les studios, les films de Cassavetes ne sont pas toujours taillés pour le grand public et pas toujours bien distribués, et peu rencontreront un grand succès public, mais souvent critique. J'en profite d'ailleurs pour vous en recommander certains. Cassavetes qui fera très souvent jouer Falk, Gazzara ou sa femme Gina Rowlands, grande actrice, seule survivante de la bande. Et donc, John Cassavetes dans Symphonie en noir tient le rôle du tueur qui assassine sa maîtresse, et bien qu'il n'ait pas réalisé l'épisode, il a apparemment grandement participé à la réalisation. Un très bon épisode, quoique sa résolution me laisse un peu partagé. Enfin bon, ça va hein. Je veux dire, il y a un perroquet, la première fois que j'ai vu l'épisode, j'ai cru qu'on allait tomber dans le cliché ultime du perroquet qui gonfle le meurtrier. Mais non. Rodrigo Tortilla, tu m'as tué! C'est aussi un des rares épisodes où Columbo est aidé par un enfant, une petite fille en l'occurrence, à quelques reprises. Non mais faites pas attention à moi, j'aime juste mater les petites filles. Gina Rowlands tiendra le rôle d'une femme handicapée dans Playback, dans la saison 4, épisode que je classe probablement dans mon top 10. Ah, les Montescalier Stana, on se croirait l'après-midi sur France 3. Finalement, Derrick n'est peut-être pas si loin. Mais j'adore le personnage du meurtrier, la preuve finale qui tue, et l'humour. Ben Gazzara, lui, ne jouera dans aucun épisode, mais en réalisera 2 excellents. Car oui, du côté réalisateur, Spielberg est largement le plus connu, mais il y en a d'autres. Richard Keane, Jack Smite, Norman Lloyd, qui a fêté ses 105 ans à l'automne dernier, le bougre. Comédien d'abord, qui peut d'ailleurs se vanter d'avoir tourné pour Hitchcock, Renoir, Turner, Chaplin ou encore Scorsese, et qui a réalisé Attente, le 7e épisode. Ou bien Jonathan Demme, peut-être que le nom vous parle moyennement, mais il a quand même signé Le Silence des Agneaux et Philadelphia. Ou encore plus prestigieux, le français Janos Wark, le réalisateur de La Vengeance d'une blonde et Les Sœurs Soleil. Avec tant de monde talentueux aux manettes, on ne s'étonnera pas de la qualité de la série et de ses bonnes audiences. Les saisons s'enchaînent, chaque épisode est l'occasion de découvrir des petites choses comme Falk effectuant une cascade, ou Columbo avec un adjoint qui va vite se rendre compte qu'il n'a pas encore le flair suffisant. C'était un souhait de NBC qui voulait qu'il ait un sidekick récurrent, mais cette idée ne sera pas retenue. Mais au-delà de ces petites joyeusetés, les années 70 vont rendre pas mal de choses récurrentes. Tenez, prenez un épisode auquel Columbo fera lui-même plusieurs fois allusion dans de futures enquêtes, à savoir Candidat au crime. Où Nelson Eward, un candidat au Sénat, qui a l'air super aimable sur ses affiches, tue son conseiller de campagne qui se mêle d'un peu trop près de sa vie privée. Des politiciens louches. Heureusement c'est que de la fiction. Columbo finira bien sûr par arrêter le candidat bien que sa femme l'adore. Et donc, question chose récurrente, arrêter une idole, ce n'est pas la première fois dans cet épisode. Le premier dans l'épisode 14. Columbo va devenir un tel spécialiste pour arrêter ses idoles qu'on se demande comment le divorce n'a pas été prononcé plus tôt.
Nora Chandler, Guy Fessa Scott, Nelson Eward, Milo Janus, C'est trop tard pour changer de nom, là? Ned Diamond, Ward Fowler, Abigail Mitchell, Paul Gérard, Wade Anders. Je pourrais même faire divers compteurs de choses récurrentes, notamment le nombre d'évocations d'un membre de sa famille. 69, autant qu'il y a d'épisodes. Enfin non, pas 69, étant donné qu'il peut monter à une douzaine d'allusions par épisode, je vais arbitrairement placer le chiffre à 594. Pour l'anecdote, à l'époque, Brian De Palma était intéressé par la réalisation d'un épisode. En juillet 1973, il a coécrit un script avec Jay Cox, Shooting Script, une histoire qui aurait pu devenir un épisode de la saison 3. Le tueur serait un homme créateur d'un documentaire sur le crime qui voudrait aller plus loin et créer le crime parfait, tuant le présentateur d'un talk show sous l'œil de sa propre caméra pour son documentaire, en laissant même l'enregistrement en vue chez lui. On trouve aujourd'hui des exemplaires du script en vente sur le net qui auraient vraiment pu donner quelque chose d'intéressant. En ces années, du coup, la notoriété de Peter Falk explose. Dès 1972, il gagne un Emmy Award pour sa performance. L'année suivante, un Golden Globe. En 75, un autre Emmy. 76, encore un Emmy. Je vous en passe, ce sont des montagnes de nominations et de nombreuses victoires dans de très nombreuses cérémonies et de très nombreux festivals. Il continue à tourner au cinéma en parallèle, mais rien que dans le sympathique Un catarrhe au dessert en 76, malgré un casting avec des gens hyper célèbres, on sent qu'ils ont voulu banquer sur Columbo, et vu qu'il joue un personnage assez proche, c'était la bonne occasion. Les hommages pullulent, en 1973, même Mad Magazine en fait une satire avec Clodumbo. Et la même année sort un jeu de société Columbo. Sans déconner. Bon, j'ai pas pu y jouer, mais il a la réputation d'être assez moyen. En 1975, le chanteur Harry Nilsson sort même une chanson nommée Kojak Columbo, faisant le parallèle entre les deux séries. Pareil, je ne peux pas juger de leur proximité, je n'ai jamais regardé Kojak. Fort de son succès, la série qui est le rouleau compresseur de NBC le dimanche soir, qui est désormais diffusée partout dans le monde, se permet donc des audaces. 3 épisodes seront délocalisés. SOS Scotland Yard dans la saison 2, où comme son nom le laisse subtilement deviner, Columbo en voyage en Grande-Bretagne aide la police locale sur une affaire. Scotland Yard ayant souffert 5 ans plus tôt contre Fantomas, il fallait au moins Columbo en renfort. Ce n'est pas le meilleur des épisodes, cela dit. Au trouble, saison 4, le premier épisode réalisé par Ben Gazzara, un huis clos sur un paquebot où Columbo en vacances aide à résoudre un meurtre. Ce sera déjà un épisode plus sympathique. Oui, vas-y, fume dans une infirmerie, te gêne surtout pas. C'est aussi un des épisodes avec un des plus beaux castings. Columbo devra faire avec les moyens du bord, c'est le cas de le dire. Sans matériel, sans adjoint, et vu le cadre... Le plus grand dépôt d'ordures du monde. Quoi, l'Assemblée nationale? Pourquoi n'a-t-il pas jeté l'arme à la mer? Ah oui, pardon. Et le dernier épisode délocalisé, une question d'honneur, qui se passe cette fois au Mexique, qui fait la doublette pour ce qui est de briser les habitudes. Un épisode hors des USA, mais en plus, si on connaît le meurtrier dès le début, on ne connaît sa raison que sur la fin. Parfois, Columbo, même s'il fait son devoir, comprend la raison du meurtrier. Prenez quand le vin est tiré. Monsieur Carcini, amateur de grands crus, tue son demi-frère qui veut vendre son vignoble pour le vendre à des gens qui feront de la piquette. Il réalise ensuite le grand rêve de Gérard Depardieu, à savoir enfermer le corps dans une cave à vin. Et à la fin, alors qu'il a fallu attendre 40 minutes avant la rencontre entre Columbo et le meurtrier, ce qui fait office de record, lorsque Columbo confond le meurtrier lors d'une belle nuit américaine, c'est probablement la première fois qu'il y a une relative sympathie entre Columbo et l'assassin, où Columbo fait preuve d'indulgence envers lui. On peut dire que cet épisode est un bon cru. Il ne peut quand même pas trop sympathiser avec ses suspects, car rares sont les crimes qui soient relativement justifiés moralement. Prenez État d'esprit, un des quelques meurtres non prémédités déjà. Mais surtout, le meurtrier a tué un type qui tabassait sa femme devant lui. Avec honnêteté, un bon avocat et un jury compatissant, ça aurait pu passer sans trop de dommages. Mais vu qu'ensuite il tue sa maîtresse parce qu'elle aurait pu le compromettre, là évidemment ça se complique. Alors bien entendu, il y a quand même parfois des petits défauts dans cette belle époque. Par exemple, plus d'une fois, Columbo a quand même beaucoup de chance. Genre, il va tomber au moment où un personnage proche du meurtrier va parler d'une chose apparemment anodine, mais qui est en fait cruciale pour l'enquête. S'il y a un maître chanteur, il sera presque toujours tué, peu d'originalité sur ce point. Quelques épisodes ont assez mal vieilli aussi. Il faut également remarquer que les épisodes des années 70 durent soit 1h10, soit 1h30. Or, les épisodes de 1h10 vont généralement droit au but et sont simples et efficaces. Lors de ceux de 1h30, il y aura invariablement des scènes guère utiles à l'intrigue, pas forcément désagréables, mais pas indispensables donc. Généralement, ce seront des scènes humoristiques. La scène la plus parfaitement inutile étant dans Meurtre Parfait, où Columbo regarde ça pendant une bonne minute. Oui, rien d'autre. Il y a des fois aussi où il semble soupçonner un peu trop vite quelqu'un sans grande raison. Les épisodes où il ne tiendra pas son coupable une demi-heure avant la fin sont très rares. A l'inverse, malgré son intelligence, Columbo a parfois des accès de neunerie. Oui, je sais, ce n'est pas un vrai mot. Parmi les guests que je n'ai pas encore évoqués, il y a Martin Landau. Dans Double Choc, saison 2, son personnage tue son oncle comme ça. On appelle ça un Claude François. Il est aidé par son frère jumeau. Martin Landau, en vrai, n'a pas de frère jumeau.
Il joue les deux rôles. Et j'aime bien la première fois que Columbo rencontre les deux jumeaux ensemble. Des jumeaux, hein, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Toujours dans cet épisode, il multiplie les gaffes qui énervent la gouvernante, mais ça encore, c'est bien dans son personnage, et c'est moi ou cette gouvernante, c'est totalement Henry Fonda déguisé en femme. Enfin bon, les deux frères soupçonnés ont tout prévu, ils se renvoient le meurtre. Et à un moment, arrive cet instant. Il ne vous a pas dit qu'il devait aller à San Francisco en voyage d'affaires? Si. Si vous n'avez rien de plus urgent à faire, venez. Là-bas, en face. Vous ne reconnaissez personne? Et c'est le 7 qui gagne. Bon sang. Ah bah ça alors. Ah, enfin, durant tout le trajet en avion de Los Angeles à Vegas, vous n'avez pas dit un mot. Bon, en même temps, j'aurais peut-être dû me douter, vu vos dernières paroles, que vous m'emmeniez voir votre frère. Mais bon, depuis quelques minutes, je suis assez proche du pinaillage. Tout ça n'est pas trop dérangeant. Les épisodes sont généralement très bien écrits. Mais depuis tout à l'heure, je vous mets les extraits en VF, je sais, ça pourrait déplaire à certains intégristes. Alors, j'ai vu pas mal d'épisodes en VO dans ma vie, mais je ne peux pas nier que j'ai du mal à entendre Columbo sans la voix de notre Serge Sauvion. Il s'avère que Jacques Deschamps était pourtant au départ prévu pour jouer Peter Falk, mais il a préféré proposer la place à Serge Sauvion et assurer la direction du doublage, et accessoirement apparaître dans des petits rôles dans pratiquement tous les épisodes des années 70. S'il avait fait Columbo, je ne sais pas ce que ça aurait donné au final, mais on est tellement habitué à Sauvion aujourd'hui, d'autant plus que Deschamps est décédé avant les 2 derniers épisodes, on aurait dû avoir un changement de comédien. Alors oui, on a entendu Peter Falk avec notre voix que Serge Sauvion dans plusieurs films, mais pas Columbo. Columbo, c'est Columbo. Bonjour, monsieur. Bonjour, lieutenant. Je vous dérange pas, j'espère. Pour être franc un peu, si. Et ça s'assimile un peu à la musique. Il y a un rythme à respecter. On le retrouvera même dans un épisode de Maggie où il jouera un personnage très proche de Columbo. Alors doucement, madame, doucement. Les questions, c'est moi qui les pose. Hein? Je suis le lieutenant de police Colombie. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir ses 507 heures? Et puis, ayant presque le même âge que Peter Falk, moins de 2 ans d'écart, il a vieilli en même temps que lui et par conséquent, la voix de Columbo est jeune quand le personnage a la quarantaine, vieille quand ça se passe des décennies plus tard. On notera quand même que le premier pilote a été redoublé des années plus tard lors de la sortie de la version intégrale en DVD, quand la télé passe une version courte et donc avec doublage d'origine. Pour la version intégrale, ça fait un peu bizarre de voir Falk jeune, 43 ans seulement, avec la voix d'un septuagénaire. Non, rien, je dis juste que c'est rageant de payer pour se faire aider et finir quand même au fourneau. Parmi les quelques comédiens vraiment incontournables pour la VF, on retiendra Jacques Thébault qui, dans les années 70, sera spécialiste pour doubler les meurtriers. Je l'apprécie notamment dans Match dangereux, sans doute parce que c'est un des meurtriers avec le plus de sautes d'humeur de la série, donc pas le plus simple à jouer. Un épisode dans le milieu des échecs que j'aime beaucoup. Le champion du monde d'échecs doit affronter un ancien maître à la santé précaire, et sur une partie réalise qui lui est inférieure et décide de le tuer. Si je puis me permettre, je pense que tu négliges pas mal l'endurance nécessaire à ton adversaire, vu sa santé moyenne. Je te rappelle que les championnats du monde d'échecs, ça se déroule en énormément de parties. La Diagonale du Fou, tu connais? Super film. Bref, le champion tueur est doublé par Jacques Thébault, qui livre une très bonne performance dans ce très bon épisode. Même si je ne sais trop quoi penser de la représentation des échecs. À un moment, un grand maître explicite sa partie, et je la suis sans problème. Ça m'a rendu fier jusqu'à la fin où le tueur, qui fait plusieurs parties à la fois, Échec et mat, échec et mat. Échec et mat. et est assez doué pour dire ça, Je vois que vous êtes dans la situation d'Alekin dans sa seconde partie contre Tartakover en 1928. perd une partie de manière très douteuse. Certes déconcentré par Columbo, plus d'une fois dans la série je n'aimerais pas l'avoir à côté de moi si je devais rester focalisé sur quelque chose. Bref, concernant Jacques Thébault, il est vraiment partout. Par exemple, sur les 8 épisodes de la saison 2, 4 meurtriers sont doublés par lui tout de même. Pas mal. On sent de plus que, globalement, Columbo a un doublage soigné. Exemple parmi d'autres, vous voyez quand on fait des mouvements particuliers en parlant, ça a tendance à légèrement changer notre voix. Eh bien, c'est le cas ici. Je suppose que vous venez me parler de la mort de... Vous voyez, Thébault a fait un hiatus dans sa voix. Je suppose que vous venez me parler de la mort de... Ces petits détails qui comptent et pas simples vu comme le personnage avait un débit rapide dans cette scène. Alors oui, dans de nombreux épisodes, on peut toujours trouver des défauts et des erreurs par-ci par-là, la perfection n'est pas de ce monde, mais dans l'ensemble, c'est une bonne VF. On notera quand même l'ironie que Louis Jourdan ne se double pas en VF. Il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes que j'aime beaucoup dans la VF de cette série. Je pourrais en évoquer de nombreux, mais le but de cette vidéo n'est pas là, alors je vous fais défiler en vrac une partie des comédiens qui ont participé. Plusieurs vous évoqueront sans doute quelque chose. Oh, Roger Carrel! Oui, Roger Carrel! Il y a Roger Carrel! Quels épisodes? Un seul? Pas grave, lequel? Meurtre au champagne? Meilleur épisode ever! Pardon. Et évidemment, ce n'est pas un cartoon ou une comédie, donc il utilise à peu près sa voix normale. En même temps, autre chose serait déplacée. Et Alf est un personnage qui me plaisait beaucoup.
Il adorait les petits chats. Mais donc oui, aujourd'hui, à la télévision, on a souvent le choix des langues, mais à une époque, il ne fallait pas y compter. Il a bien fallu une VF quand, le 20 septembre 1972, sur la première chaîne de l'ORTF, l'ancien TF1 donc, est arrivé Columbo en France avec le pilote Rançon pour un homme mort. Et la diffusion française, au niveau des dates, c'est incompréhensible. Parfois, les épisodes ont été diffusés un mois, voire moins d'un mois après leur diffusion américaine, ce qui n'a plus rien de surprenant de nos jours, mais était rarissime quelle que soit la série dans les années 70, mais plusieurs épisodes sont allés jusqu'à 5 ans, sans parler du premier téléfilm où on est monté à 8,5, mais bon, disons que c'est un cas particulier. Reste qu'entre 1 mois et 5 ans, parler d'une disparité. C'est à croire que parfois l'épisode a pris un jet privé pour arriver jusqu'au siège de TF1, alors que d'autres fois il a dû prendre un radeau et ramer dans l'océan Atlantique. Et n'espérez même pas trouver au moins une logique au cœur d'une saison, hein. Même là c'est totalement erratique. Genre, je prends en pif une saison, le premier épisode arrive au bout de 5 ans, le deuxième au bout de 3. Les disparités dureront jusqu'au bout, et jusqu'au tout dernier épisode, il lui faudra pratiquement 3 ans pour qu'il nous soit livré. Allez savoir pourquoi. Mais revenons aux États-Unis. La fin de la saison 5 était apparemment censée être la fin de la série et... oh, ça aurait été une sacrée fin de merde. Titanic pour commencer, belle métaphore sur l'épisode. Qui n'est pas sponsorisé par Petit Bateau. Robert Vaughn participe à l'épisode, ça fait au moins une bonne chose, mais l'énergie de certaines scènes est vraiment très bizarre, de même que l'atmosphère en général. Le rythme est lent, et il y a plus de personnages importants que d'habitude, ce qui, ajouté aux autres problèmes, rend le tout plus confus à suivre que d'habitude. Même avant les coupures pub, ils ont l'air de se dire « Bon, on n'a pas d'idée de cliffhanger, tant pis ». Les coupures pour la pub en général, elles sont low cost. Donc, dans cet épisode, le Commodore, Otis Swanson, est retrouvé noyé, apparemment à cause d'un accident de bateau. Mais on n'est pas sûr de qui a tué, déjà un changement d'habitude, mais pourquoi pas, car, coup de théâtre au milieu d'épisode, celui qui semble avoir tué, Charles Clay, est tué. Donc là, au moins, ça devient intéressant. Même Columbo agit étrangement, et certaines de ses répliques... Le Commodore avait été tué à minuit 42. Si ce n'était pas Monsieur Clay, c'était assurément quelqu'un d'autre. Merci, Captain Obvious. La fin très Agatha Christie avec réunion de tous les suspects et coup de théâtre final ne sauve pas vraiment les meubles de ce qui était sans doute à l'époque le pire épisode. La dernière scène pourrait sonner en effet comme une fin de série, mais ça aurait été dommage de finir comme ça ne sera qu'une fin de saison, elle va finalement se poursuivre. Mais la saison 6 n'aura que 3 épisodes, et Peter Falk une augmentation à 300 000 $ par épisode, ce qui en 1976 est une fortune pour un acteur de télévision. De nos jours, certains touchent plus, voire beaucoup plus selon les séries, ça le placerait tout de même à une place respectable dans la liste des acteurs les mieux payés de la télévision. S'il fallait une preuve que la chaîne savait que la série avait certes beaucoup d'atouts, mais que le numéro 1 était Peter Falk lui-même, même s'il ne peut pas faire des miracles non plus, comme on vient de le voir. Oh mon dieu, trop belle coiffure! Changez ça! Ouh! On sent en tout cas avec ces épisodes qu'on a avancé dans la décennie. Belle ambiance disco. À la courte saison 6 succédera la saison 7, oui bien, bravo, qui sera un peu plus longue. Dans ces 2 saisons, on appréciera notamment de voir à plusieurs reprises Columbo parlant de lui sérieusement. Une saison 7 appréciable, Ou 2. dont les épisodes ont une très bonne bande originale. On commence cela dit à voir poindre des soucis qui seront légion plus tard. Dans la saison 1, une meurtrière y avait pensé un temps, mais là, 2 fois en 5 épisodes, les meurtriers font de vraies tentatives de meurtre sur Columbo, ce qui rend le tout un peu moins crédible. Ou bien Columbo qui pourrait sans doute arrêter son suspect plus tôt, mais semble jouer avec lui. Mais le suspense et la tension sont là, et pour une série télévisée de l'époque, la réalisation peut être assez ambitieuse. Mais ce même 45e épisode dont je vous montre des images, des sourires et des armes, diffusé le 13 mai 1978, signera la fin de Columbo. Les épisodes sont de plus en plus longs à tourner, fatalement la série coûte de plus en plus cher à produire, mais surtout Peter Falk s'est lassé, il se sent un peu prisonnier de son personnage. Or, sans lui, il semble impossible de continuer. Une série qui dure 7 ans, c'est finalement relativement peu fréquent quand on pense au nombre astronomique de séries produites. Tout de même, la série cartonnait toujours autant, et qu'elle s'arrête semble assez fou.